Le tintement de la glace contre le cristal de baccarat précéda d'une fraction de seconde l'eau glaciale qui transperça le chemisier en soie de Léa Desjardins. Un silence lourd, épais et étouffant s'abattit sur la somptueuse salle à manger. Personne n'osa respirer alors que Jacqueline de Beaumont affichait un rictus méprisant, ses doigts manucurés toujours fermement enroulés autour du gobelet vide. La matriarche avait eu la ferme intention de nettoyer l'affront que représentait cette roturière qui osait s'infiltrer dans sa lignée immaculée. Ce que Jacqueline ignorait, cependant, c'est que les lourdes portes en acajou au bout du couloir étaient déjà en train de s'ouvrir. Le châtiment n'était pas seulement en route. Il franchissait déjà le seuil, vêtu d'un costume sur mesure. Un peu plus tôt dans la soirée, le gravier avait crissé sous les pneus de la Mercedes alors qu'elle naviguait sur la longue allée sinueuse du domaine de la famille de Beaumont. Situé à l'abri des regards dans le Val d'Oise, mais rivalisant d'arrogance avec les adresses les plus exclusives de Neuilly-sur-Seine, le tentaculaire château de la Roche-Vauquelin se dressait comme une forteresse contre le ciel crépusculaire. Léa Desjardins regardait par la vitre du passager, ses doigts triturant anxieusement la modeste bague ornée d'un diamant d'un carat à sa main gauche. À côté d'elle, Mathis de Beaumont conduisait avec la posture détendue et naturelle d'un homme qui possédait le monde, ou du moins qui s'apprêtait à en hériter une part significative. Mathis était l'héritier du groupe de Beaumont, un vaste conglomérat international de transport maritime et de logistique fondé par son arrière-grand-père. Léa, en revanche, était une jeune architecte au sein du cabinet Renault et associée dans le centre de Paris, une femme qui avait passé son enfance dans un appartement exigu du 19e arrondissement, étirant chaque centime pour joindre les deux bouts après le décès de ses parents. « Tu es bien silencieuse », remarqua Mathis en tendant la main pour serrer doucement son genou. « Nerveuse ?» Terrifiée, admit Léa en forçant un sourire crispé. « Ta mère a été très claire au country club le mois dernier sur le fait qu'elle ne m'approuvait pas. Un dîner de fiançailles intime chez elle ressemble moins à une célébration qu'à une embuscade. » Mathis rit, un son riche et dédaigneux qui irrita légèrement les nerfs de Léa. Mère est simplement protectrice. Elle vient de ce vieux monde de la grande bourgeoisie, des alliances historiques. Elle accorde de l'importance au pédigré, bien sûr, mais elle s'adoucira quand elle verra à quel point nous sommes heureux. Sois juste toi-même. Sois toi-même. C'était le conseil le plus inutile que l'on puisse offrir à quelqu'un sur le point d'entrer dans la fosse aux lions. Léa lissa la jupe de sa robe de cocktail bleu marine. Elle l'avait achetée en solde aux Galeries Lafayette, un fait dont elle était cruellement consciente alors que la voiture s'immobilisait devant le grand portique. Un valet en uniforme ouvrit sa portière avant même qu'elle n'ait pu atteindre la poignée. Léa descendit dans l'air vif de la soirée, prenant une profonde inspiration pour calmer les battements erratiques de son cœur. Les lourdes portes d'entrée en chêne massif furent ouvertes par un majordome stoïque, révélant un grand hall d'entrée orné d'un sol en marbre à damier et d'un lustre en cristal stupéfiant qui semblait assez lourd pour écraser une voiture. Au pied du majestueux double escalier se tenait Jacqueline de Beaumont. Jacqueline était une femme qui dominait une pièce non pas par le volume de sa voix, mais par une immobilité glaciale et calculée. Vêtue d'une longue robe émeraude qui murmurait le nom de Givenchy Vintage, elle possédait des pommettes saillantes, des yeux d'un bleu perçant et glacial, et des cheveux coiffés en un chignon français blond platine d'une rigidité absolue. « Mathis, mon chéri », ronronna Jacqueline en tendant une main à son fils. Mathis lui baisa la joue. Le regard de Jacqueline se déplaça ensuite lentement vers Léa, la scrutant de haut en bas dans une évaluation silencieuse qui donna à la jeune femme l'impression d'avoir été pesée, mesurée, et trouvée gravement insuffisante. « Léa, vous portez du bleu marine. Quelle approche pragmatique. Bonsoir, Madame de Beaumont. Je vous remercie de nous recevoir, dit Léa, gardant sa voix égale malgré la poussée immédiate d'adrénaline dans ses veines. Quelqu'un devait bien le faire, répliqua doucement Jacqueline en tournant les talons. Suivez-moi au petit salon. Les de Montmorency sont déjà arrivés. Léa lança un regard paniqué à Mathis. Je pensais que c'était strictement familial, murmura-t-elle. Bernard et Nathalie de Montmorency font pratiquement partie de la famille, chuchota Mathis en retour, totalement inconscient de l'angoisse montante de Léa. Bernard siège au conseil d'administration du groupe de Beaumont. Tout va bien se passer, Léa. Rien n'allait bien se passer. En pénétrant dans le petit salon, Léa fut immédiatement frappée par l'atmosphère suffocante de la richesse outrancière. Des peintures à l'huile originale de la Renaissance la toisaient depuis les murs lambrissés de soie. Assise sur un canapé en velours se trouvait Nathalie de Montmorency, une femme enveloppée dans un châle en cachemire, sirotant un martini avec une expression de dédain permanent. À côté d'elle se tenait son mari, Bernard de Montmorency,
un titan de la finance au visage Rubicon qui semblait perpétuellement sur le point de hurler un ordre d'achat ou de vente. « Ah, voici la rougissante future mariée », traîna Nathalie alors que Léa entrait. « Jacqueline nous racontait justement vos origines. Le 19e arrondissement de Paris, n'est-ce pas ? » « Oui, madame, » répondit poliment Léa en acceptant une flûte de champagne des mains d'un serveur de passage. « Fascinant », tonitru à Bernard en faisant tourner son whisky. « Un quartier rude, plein d'immigrés et d'ouvriers. Cela forge le caractère, j'imagine. Ou le ressentiment. Dites-moi, Léa, que fait votre père ? Mes parents sont décédés quand j'étais adolescente, monsieur de Montmorency, répondit Léa, la douleur familière du deuil lui serrant la poitrine. Nathalie laissa échapper un petit halètement théâtral. Oh, quelle horreur! Vous êtes donc entièrement sans famille. Aucun filet de sécurité. Léa hésita. Son esprit vacilla vers un souvenir vieux de 8 ans. Une porte claquée, une dispute hurlante dans une cuisine miteuse, et son frère aîné Christophe s'enfonçant dans la pluie battante avec rien d'autre qu'un sac de sport, jurant qu'il ne reviendrait jamais tant qu'il n'aurait pas les moyens d'acheter la ville entière. J'ai un frère aîné, dit doucement Léa. Christophe. Mais nous avons perdu contact il y a quelques années. Jacqueline laissa échapper un rire délicat et musical qui ne contenait absolument aucune chaleur. Un frère en fuite et des parents décédés. Mon Dieu, Léa, votre vie ressemble à un roman de Victor Hugo. Mathis, mon chéri, va donc chercher une autre olive pour ta mère, veux-tu ? Tandis que Mathis trottinait docilement vers le bar, Jacqueline s'approcha de Léa. Le parfum floral et hors de prix de la matriarche était entêtant. Vous devez comprendre, Léa, murmura Jacqueline, baissant la voix pour que les de Montmorency ne puissent l'entendre. Mon fils a le cœur sur la main. Il ramasse les animaux perdus, les chiens à 3 pattes, les oiseaux à l'aile brisée. Vous. Il adore les projets de réhabilitation. Mais les projets n'épousent pas un héritier de la famille de Beaumont. Profitez bien de ce champagne. C'est un millésime que vous ne goûterez probablement plus jamais. La prise de Léa sur sa flûte en cristal se resserra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle regarda de l'autre côté de la pièce vers Mathis, qui lui sourit et leva son verre depuis le bar. Il n'avait pas entendu un traître mot. Elle était livrée à elle-même. Le dîner fut servi dans une salle à manger formelle qui ressemblait à une réplique des salons de Versailles. La longue table en acajou était dressée avec de lourds couverts en argent massif, une porcelaine délicate bordée d'or 24 carats, et d'imposants centres de table composés d'orchidées blanches qui obstruaient sévèrement la vue que Léa avait de son fiancé à l'autre bout de la table. Léa fut assise à la droite immédiate de Jacqueline, la plaçant directement dans la ligne de mire de l'examen implacable de la matriarche. Le premier plat était une délicate coquille Saint-Jacques poêlée reposant sur une réduction de safran. Léa prit sa fourchette, douloureusement consciente des yeux de Jacqueline qui suivaient chacun de ses mouvements, guettant la moindre faille dans l'étiquette. Alors, Léa, commença Bernard de Montmorency en s'essuyant la bouche avec une serviette en lin. Jacqueline me dit que vous dessinez des plans pour gagner votre vie. Un travail de simple dessinatrice. Je suis architecte junior chez Renault et Associés, corrigea poliment Léa en coupant sa noix de Saint-Jacques. Nous sommes spécialisés dans les développements commerciaux éco-responsables. Éco-responsables ? Répéta Nathalie en levant les yeux au ciel. Un mot à la mode pour justifier ce qui est cher et laid. Vous ne comptez sûrement pas continuer à travailler après le mariage. Les épouses de Beaumont siègent dans des conseils d'administration d'œuvres caritatives. Elles ne pointent pas dans un bureau. J'aime ma carrière, Madame de Montmorency, dit Léa, gardant un ton agréable mais ferme. J'ai travaillé très dur pour payer mes études d'architecture. Ah, oui, l'étudiante boursière, intervint Jacqueline en prenant une petite gorgée délicate de son vin. Elle avait prononcé le mot boursière comme s'il était synonyme d'une maladie vénérienne contagieuse. Mathis a mentionné que vous aviez des prêts étudiants. Je suppose que le désir soudain de Mathis de précipiter ce mariage n'a rien à voir avec vos dettes en souffrance. Mère, l'interpella Mathis depuis le bout de la table, sa voix portant une note de léger malaise. Ce n'est pas juste. Léa gère ses propres finances. Je ne fais que poser des questions pragmatiques, Mathis, répliqua froidement Jacqueline, sans rompre le contact visuel avec Léa. Quand une femme qui n'a rien tente de se lier légalement à un homme qui s'apprête à hériter de plusieurs milliards, des questions sur ses motivations se posent naturellement. Léa sentit la chaleur monter à ses joues. Madame de Beaumont, j'aime votre fils.
Je ne lui ai jamais demandé un centime, et je n'en ai pas l'intention. Les mots ne coûtent rien, ma chère, sourit Jacqueline. Contrairement au groupe de Beaumont. Vous avez mentionné un frère tout à l'heure. Christophe, n'est-ce pas? Où est-il maintenant? Il dort sur un banc public? Incarcéré? La mâchoire de Léa se crispa. Christophe est un homme travailleur. Il a déménagé pour lancer une entreprise technologique. Jacqueline rit aux éclats. Une entreprise technologique? Laissez-moi deviner. Il répare des écrans de téléphone portable fissurés dans une galerie marchande de banlieue. C'est un entrepreneur, la défendit Léa, bien que sa voix tremblât. La vérité était qu'elle ne savait pas exactement ce que faisait Christophe. Il lui avait envoyé un email énigmatique 3 ans plus tôt disant que les choses décollaient, mais elle n'avait plus eu de nouvelles depuis. Dans ces moments les plus sombres, elle craignait que les suppositions cruelles de Jacqueline ne soient plus proches de la vérité qu'elle ne voulait l'admettre. Un entrepreneur, gloussa sombrement Bernard. C'est ainsi que les chômeurs se qualifient pour éviter la stigmatisation. C'est une tragédie. Vraiment, Mathis, mon garçon, quand tu te maries, tu épouses la famille. Veux-tu vraiment d'un beau-frère bon à rien qui débarque dans ton domaine pour mendier l'aumône? Monsieur de Montmorency, vous dépassez largement les bornes, craqua Léa, abandonnant finalement sa façade polie. Elle posa ses couverts sur la table dans un cliquetis aigu. Vous ne savez rien de mon frère, et vous ne savez rien de moi. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Mathis avait l'air horrifié. Nathalie halta, pressant une main contre ses perles. Les yeux de Jacqueline se rétrécirent en de dangereuses fentes glaciales. Comment osez-vous élever la voix dans ma demeure? Siffla-t-elle, son masque aristocratique glissant pour révéler la pure méchanceté sous-jacente. Vous n'êtes qu'une petite arriviste arrogante et ingrate. Mère, je t'en prie. Mathis se leva, l'air frénétique. Léa est juste contrariée. Calmons-nous. Assieds-toi, Mathis, ordonna Jacqueline, sa voix claquant comme un fouet. Mathis se figea, puis, à la profonde déception de Léa, se laissa lentement retomber sur sa chaise. Léa regarda l'homme qu'elle était censée épouser. Face aux abus manifestes de sa mère, il battait en retraite. La réalisation la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Si elle épousait Mathis, ce serait sa vie. Elle serait à jamais l'intruse, défendant son droit d'exister dans son monde pendant qu'il resterait passivement assis. Jacqueline se pencha plus près de Léa, baissant la voix jusqu'à un murmure venimeux. Vous pensez avoir tiré le bon numéro, n'est-ce pas? Vous pensez pouvoir entrer dans ma famille avec votre robe bon marché et votre passé tragique et pathétique pour prendre la moitié de ce que mes ancêtres ont bâti? Je verrai le groupe de Beaumont réduit en cendres avant de laisser un rat d'égout du 19e arrondissement mettre la main dessus. Je ne veux pas de votre argent, dit Léa, la voix tremblante d'une rage à peine réprimée. Elle se leva, sa chaise raclant bruyamment le parquet en bois massif. Et si c'est ce que la richesse fait aux gens, je vous plains, Jacqueline. Vraiment, je vous plains. Le visage de Jacqueline devint d'une pâleur cadavérique, ses lèvres s'entr'ouvrirent sous le choc, immédiatement suivi d'une vague de fureur débridée. Vous me plaignez? Murmura Jacqueline, sa voix vibrant d'une intensité terrifiante. Sans rompre le contact visuel, la matriarche tendit lentement la main vers sa gauche, saisissant son lourd gobelet à eau en cristal. Il était rempli à ras-bord de glaçons et d'eau pétillante. Considérez ceci comme un brutal retour à la réalité, Léa, déclara Jacqueline. Avant que Léa ne puisse réagir, avant même que Mathis ne puisse crier un avertissement, Jacqueline donna un coup de poignet sec avec une vitesse fulgurante. L'eau glaciale frappa Léa en plein visage. Le choc du liquide gelé vola le souffle des poumons de Léa. L'eau cascada sur ses joues, plaquant ses cheveux contre son front et imbibant le col en soie de sa robe. Les glaçons dégringolèrent sur la table en acajou et cliquetèrent sur le sol. Un silence profond et horrifiant descendit sur la salle à manger. Léa resta figée, l'eau dégoulinant de son menton. L'humiliation brûlait plus ardemment qu'un feu physique. Elle cligna des yeux, l'eau piquante brouillant sa vision alors qu'elle baissait les yeux vers Jacqueline. La femme plus âgée s'était reculée dans sa chaise, une expression d'immense satisfaction irradiant de son visage parfaitement poudré. Elle reposa le gobelet vide sur la table avec un bruit sourd et délibéré. Considérez que le réveil a sonné, dit doucement Jacqueline en attrapant sa serviette en lin pour tamponner une goutte d'eau égarée sur son propre poignet. Vous n'êtes pas à votre place ici. Vous n'y serez jamais.
La porte d'entrée est exactement là où vous l'avez laissée. Mère, mais qu'est-ce qui te prend? Mathis retrouva enfin sa voix, s'extirpant de sa chaise et se précipitant autour de la longue table. Il attrapa une serviette, ses mains s'agitant inutilement autour de Léa. Léa, je suis tellement désolé. Laisse-moi t'aider. Léa recula, levant la main pour l'arrêter. Le geste était tranchant, définitif. Ne me touche pas, Mathis, dit-elle, sa voix tremblant violemment. Léa, je t'en prie, elle ne le pensait pas. Elle a juste perdu son sang-froid. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, l'interrompit Léa, sa voix gagnant en force à mesure que le choc se dissipait, remplacée par une clarté froide et dure. Et tu l'as laissé faire. Tu es resté assis là pendant 1 heure pendant qu'il déchiquetait ma famille, et tu n'as absolument rien fait. Bravo, applaudit lentement Nathalie de Montmorency de l'autre côté de la table, très amusée. Une sortie dramatique. Très théâtrale. Léa se tourna pour attraper sa petite pochette sur la table, avec la ferme intention de sortir de cette maison et de rentrer à pied jusqu'à Paris s'il le fallait. Mais avant qu'elle ne puisse faire un seul pas vers la porte, les lourdes portes doubles en chaîne de la salle à manger furent poussées. Elles ne s'ouvrirent pas simplement, elles furent poussées avec une telle force qu'elles claquèrent bruyamment contre les murs intérieurs, le son résonnant comme un coup de feu dans la pièce silencieuse étendue. Tout le monde à table sursauta. Jacqueline tourna brusquement la tête vers l'entrée, prête à renvoyer son majordome pour une telle intrusion. Mais ce n'était pas le majordome qui se tenait dans l'encadrement de la porte. C'était un homme. Il était grand, puissamment bâti, et irradiait une aura d'autorité absolue et intransigeante. Il portait un costume brioni gris anthracite parfaitement ajusté qui hurlait l'argent de la vieille bourgeoisie. Pourtant, il émanait de lui une aura prédatrice et dangereuse qui manquait fondamentalement à l'élite des country clubs. Ses cheveux sombres étaient impeccablement coiffés et ses yeux perçants de faucon balayèrent la pièce, absorbant le cristal, l'argenterie, et s'arrêtant finalement sur Léa. Le cœur de Léa s'arrêta. Le souffle se bloqua dans sa gorge. Sous la coupe de cheveux hors de prix, la mâchoire durcie et l'incroyable prestance de l'homme, elle reconnut ses yeux. « Christophe » murmura-t-elle, le mot s'échappant à peine de ses lèvres. Christophe Desjardins entra dans la pièce, son regard descendant du visage de Léa vers ses cheveux trempés, puis vers sa robe en soie détrempée. L'air dans la salle à manger sembla chuter de 10 degrés instantanément. « Quoi » dit Christophe, sa voix un baryton bas et mortel qui résonna à travers le plancher. « Que diable se passe-t-il ici » Bernard de Montmorency, qui ricanait quelques instants plus tôt, devint soudainement livide. Le verre de vin dans sa main trembla, renversant une goutte de pomerol sur la nappe blanche. Il se leva si vite que sa chaise bascula en arrière et s'écrasa sur le sol. « Monsieur Desjardins » balbutia Bernard, sa voix tonitruante soudainement réduite à un faible couinement. Jacqueline fronça les sourcils, regardant tour à tour Bernard et l'imposant étranger. « Bernard, asseyez-vous. Qui est cet homme? Comment avez-vous passé ma sécurité? » La sécurité? Rit Christophe, un son sombre et sans humour. Il marcha lentement dans la pièce, ses chaussures en cuir silencieuses sur le tapis perçant. Il ne regardait pas Jacqueline. Ses yeux étaient rivés sur sa petite sœur. Les gardes de votre portail ont actuellement une conversation avec mon chef de la sécurité. Ils se sont montrés très coopératifs lorsqu'ils ont réalisé à qui appartenait la société de sécurité que vous engagez. Il s'arrêta à quelques pas de Léa, plongeant la main dans la poche poitrine de sa veste. Il en sortit un mouchoir en soie et, avec une tendresse inattendue, le lui tendit délicatement. « Essuie ton visage, ma petite Léa » murmura-t-elle doucement. Léa prit le mouchoir d'une main tremblante. « Christophe, que fais-tu ici? Tu as l'air. » Elle ne trouvait pas les mots. Le frère qui était parti avec une chemise en flanelle déchirée se tenait devant elle, ressemblant à un PDG du CAC 40. « J'ai gardé un œil sur toi, » dit Christophe, ses yeux s'adoucissant une fraction de seconde avant de se durcir alors qu'il reportait son attention sur le reste de la pièce. « Et c'est une bonne chose que je l'ai fait. » Jacqueline se leva, se redressant de toute sa hauteur. « J'exige de savoir qui vous êtes et ce que vous faites chez moi. Mathis, appelle immédiatement la police. » Jacqueline, taisez-vous, siffla Bernard de Montmorency, l'air terrifié. Jacqueline recula comme si elle avait été giflée. « Bernard, comment osez-vous me parler ainsi? Avez-vous la moindre idée de qui il s'agit? »
l'interrompit Bernard, transpirant à grosses gouttes. Il regarda Christophe avec un mélange de crainte respectueuse et de terreur absolue. Voici Christophe Desjardins, fondateur et PDG d'Apex Global Ventures. Il vient de racheter les parts majoritaires de la banque d'investissement la semaine dernière. Il est notre plus gros investisseur individuel. Le sang se retira du visage de Jacqueline de Beaumont. Elle regarda l'imposant milliardaire, puis la jeune fille trempée qu'elle venait d'humilier, et fit enfin le lien. Le frère bon à rien. L'entreprise technologique. Christophe passa devant Léa, marchant directement vers l'extrémité de la table où se trouvait Jacqueline. Mathis recula instinctivement, intimidé par la pure présence physique de l'homme. Christophe s'arrêta en bout de table. Il ramassa le gobelet en cristal vide que Jacqueline avait utilisé pour jeter l'eau. Il l'examina un instant, le tournant dans sa main avant de regarder Jacqueline droit dans les yeux. « Vous savez, Madame de Beaumont, dit Christophe d'une voix dangereusement calme. Ma sœur m'avait dit qu'elle entrait dans une famille respectable. Mais il semble que je sois tombé dans une pièce remplie d'ordures absolues. » Le silence dans la salle à manger n'était plus simplement tendu. C'était une entité vivante qui semblait étouffer l'air même des poumons de toutes les personnes présentes. Jacqueline de Beaumont, une femme qui avait passé 60 ans à cultiver une armure impénétrable de supériorité aristocratique, avait l'air de découvrir que le sol sous ses pieds s'était soudainement transformé en verre et qu'il était en train de se fissurer. Christophe Desjardins se tenait au bout de la table, le lourd gobelet en cristal se balançant nonchalamment au bout de ses doigts. Il détonnait totalement dans ce château historique, et pourtant il le dominait complètement. D'ordure, répéta Jacqueline, le mot trébuchant maladroitement sur ses lèvres alors qu'elle tentait de retrouver ses appuis. Vous ne pouvez pas être. Bernard, c'est absurde. Cet homme est un intrus. Jacqueline, pour l'amour du ciel, asseyez-vous et taisez-vous, aboya Bernard de Montmorency, le visage luisant d'une fine couche de sueur maladive. Il tourna ses yeux désespérés vers Christophe. Monsieur Desjardins, je vous en prie, comprenez. C'est un terrible malentendu. Le conseil d'administration du groupe de Beaumont n'avait aucune idée de votre lien familial avec la fiancée de Mathis. Elle n'est pas sa fiancée, corrigea Christophe, sa voix traînante et dangereuse. Plus maintenant. Mais nous y viendrons. Mathis, qui était resté paralysé aux côtés de Léa, sortit enfin de sa stupeur. Il fit un pas hésitant vers le milliardaire. Écoutez, Christophe, je peux vous appeler Christophe? J'aime votre sœur. Ce qui vient de se passer avec ma mère était inacceptable. J'en conviens. Mais Léa et moi. Christophe ne cria pas. Il ne leva pas la main. Il posa simplement son regard de faucon sur Mathis, et le jeune homme se flétrit instantanément, ses mots mourant dans sa gorge. Tu n'as pas le droit de prononcer son nom, dit doucement Christophe. Tu as laissé cette femme, il désigna Jacqueline, traiter ma sœur comme la saleté sous la semelle de sa chaussure. Tu es resté assis sur ta chaise sur mesure, buvant un grand cru classé pendant que ta mère et ses flagorneurs mettaient en pièces la seule famille qui restait à Léa. Tu es un lâche, Mathis. Et dans le monde des affaires, les lâches ne survivent pas. Ils se font dévorer. Christophe lança le gobelet en cristal sur la table en acajou. Il heurta un plat de service en argent dans un fort cliquetis retentissant, roulant sur le bois jusqu'à s'arrêter juste devant Jacqueline. Parlons de votre pédigré, Madame de Beaumont, déclara Christophe en tirant l'une des lourdes chaises de salle à manger et en s'asseyant à la tête de la table, usurpant l'autorité de Jacqueline dans sa propre demeure. Il s'adossa, joignant le bout de ses doigts. Vous avez insinué que ma sœur était une arriviste. Vous avez sous-entendu qu'elle en voulait à votre vaste et intouchable fortune. Dites-moi, Bernard, à quand remonte la dernière fois que le groupe de Beaumont a réellement dégagé des bénéfices? Bernard de Montmorency déglutit difficilement, tirant sur le col de sa chemise. Monsieur Desjardins, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour discuter de questions financières confidentielles. Je possède 42% de vos dettes en cours, Bernard. C'est moi qui décide du moment et de l'endroit, l'interrompit Christophe, son ton imprégné d'une autorité absolue. Dites-lui. Nathalie de Montmorency, qui était restée totalement figée, laissa échapper un hoquet aigu. Elle regarda son mari. Bernard, de quoi parle-t-il? Bernard ne put soutenir le regard de sa femme. Il fixa obstinément le motif de son assiette de Limoges. 2019, marmonna-t-il. Parlez plus fort, Bernard, ordonna Christophe. 2019.
cria Bernard, le visage virant au violacé. Le conglomérat maritime n'a pas été rentable depuis le 4e trimestre de 2019. La crise de la chaîne d'approvisionnement a ravagé nos routes asiatiques, et nous nous sommes surendettés en essayant de racheter de plus petites flottes pour compenser. Jacqueline fixa Bernard, son visage minutieusement poudré se contorsionnant de confusion. Bernard, que dites-vous là? Le groupe de Beaumont est un empire pesant plusieurs milliards. Nous avons les fonds fiduciaires, les comptes d'investissement. Les comptes sont asséchés, Jacqueline, dit Bernard, la voix brisée. Nous vivons sur des lignes de crédit de la BNP Paribas et de fonds d'investissement américains depuis 3 ans. Nous contractons des prêts pour payer les intérêts d'autres prêts. C'est un château de cartes. Et la semaine dernière, Apex Global Ventures, la société de Monsieur Desjardins, a discrètement racheté nos plus gros portefeuilles de dettes à un prix d'or. Christophe sourit, une expression prédatrice et terrifiante qui n'atteignait pas ses yeux. Surprise, Madame de Beaumont. Vous n'êtes pas des milliardaires. Vous n'êtes que des débiteurs hautement décorés. Vous m'appartenez. La pièce se mit à tourner pour Léa. Elle se tenait près de l'entrée, le mouchoir en soie toujours serré dans sa main. Elle regarda son frère, essayant de concilier le garçon qui partageait autrefois son dernier paquet de nouilles avec elle dans leur appartement glacial de Paris avec le titan de la finance assis à la tête de la table, démantelant nonchalamment une dynastie. Pourquoi pensez-vous que Mathis était si impatient de se marier? Poursuivit Christophe, ses yeux revenant vers l'héritier pâle et tremblant. Lui as-tu dit, Mathis? As-tu dit à ma sœur que son cabinet, Renaud et Associés, venait de remporter le contrat municipal pour le gigantesque projet Euroméditerranée de reconversion du port de Marseille? Léa cligna des yeux, son esprit s'emballant. J'ai été désignée comme architecte junior principal sur ce projet, dit-elle, la voix tremblant légèrement. Exactement, dit Christophe en la pointant du doigt. Et le groupe de Beaumont a désespérément besoin des contrats de logistique et d'expédition pour ce redéveloppement afin de rester à flot. Mathis savait qu'épouser l'architecte principal du projet, une femme profondément respectée par le conseil d'urbanisme municipal, donnerait à son entreprise défaillante une longueur d'avance. Il n'a pas ramassé un animal perdu, Jacqueline. Il a trouvé une bouée de sauvetage. Léa sentit une vague de nausée la submerger. Elle se tourna vers Mathis, qui fixait le sol, incapable de soutenir son regard. La romance charmante et naturelle, la demande en mariage soudaine après seulement 1 an de relation, l'insistance pour qu'elle continue à travailler sur le projet du port. Tout s'assemblait en un puzzle. Écœurant les calculer. Est-ce vrai? Demanda Léa, sa voix étrangement calme comparée à la tempête qui faisait rage en elle. Mathis leva enfin les yeux, le regard implorant. Léa, je t'aime. Vraiment. Les affaires, c'était juste un bonus. C'était un moyen de sauver ma famille. Ce que je comprends, dit Léa en reculant d'un pas comme s'il était radioactif, c'est que tu es exactement le genre d'escroc que ta mère m'accusait d'être. C'est un mensonge, murmura Jacqueline, agrippant le bord de la table en acajou si fort que ses jointures en étaient meurtries. C'est une invention. Mon grand-père a bâti cet empire. Vous n'êtes qu'un. À moins que rien, un rat des rues du 19e arrondissement. Je suis le rat des rues qui détient le titre de propriété de ce château, Jacqueline, déclara froidement Christophe. Jacqueline se figea. L'air quitta ses poumons dans un sifflement aigu et douloureux. Quoi? Pensiez-vous que la banque avait généreusement prolongé votre hypothèque le mois dernier par pure bonté d'âme? Demanda Christophe, se penchant en avant, sa présence étouffant la pièce. Votre domaine a été mis en garantie contre les prêts commerciaux. Quand Apex Global a racheté la dette, nous avons acquis la garantie. Je possède cette maison. Je possède les voitures dans l'allée. Je possède la chaise même sur laquelle vous êtes assise. Nathalie de Montmorency repoussa rapidement sa chaise, les pieds raclant bruyamment le parquet. Elle se leva, enroulant fermement son châle en cachemire autour de ses épaules. Bernard, nous partons immédiatement. Asseyez-vous, Nathalie, dit Christophe sans même la regarder. Vous ne me donnez pas d'ordre, s'emporta Nathalie, son arrogance aristocratique rejaillissant malgré les circonstances. Si vous franchissez cette porte, je déclenche la clause de remboursement immédiat sur les investissements du fonds fiduciaire de la famille de Montmorency dans le groupe de Beaumont, répliqua Christophe, sa voix un bourdonnement sourd de pure intimidation.
Vous vendrez votre villa de Saint-Tropez d'ici vendredi. Asseyez-vous. Nathalie déglutit péniblement, cherchant son mari du regard pour qu'il la sauve. Bernard hocha lentement la tête, les yeux vaincus. Nathalie se laissa retomber sur sa chaise, le visage transformé en un masque de profonde humiliation. Christophe se leva enfin. Il boutonna la veste de son costume avec une lenteur délibérée, laissant la réalité de la situation s'abattre sur la pièce comme une couverture lourde et étouffante. Il se dirigea vers Léa. Le milliardaire endurci et impitoyable s'évanouit en un instant, remplacé par le grand frère qui lui lisait des histoires avant de dormir et lui promettait qu'un jour il n'aurait plus à s'inquiéter de la facture d'électricité. « Ça va, ma petite Léa ?» demanda-t-il doucement, levant la main pour écarter délicatement une mèche de cheveux humides de sa joue. « Je vais bien, Christophe, » répondit Léa. Et à sa propre surprise, elle réalisa que c'était vrai. La peur, l'intimidation, le besoin désespéré d'approbation qui l'avait rongé toute la soirée. Tout avait disparu, emporté par l'eau glacée même que Jacqueline lui avait jetée au visage. Léa se tourna pour regarder la famille de Beaumont. Ils paraissaient minuscules, ratatinés. Jacqueline fixait d'un œil vide les orchidées ruinées au centre de la table, son monde immaculé brisé en 1 million de morceaux irrécupérables. Mathis ressemblait à un petit garçon surpris en train de voler, entièrement dépouillé de sa confiance injustifiée. Léa baissa les yeux vers sa main gauche. La modeste bague en diamant d'un carat semblait lourde et froide contre sa peau. Elle la fit lentement glisser de son doigt. Elle dépassa son frère et s'approcha de Mathis. Il leva les yeux vers elle, une lueur d'espoir désespérée dans le regard. « Léa, je t'en prie, » supplia Mathis, la voix réduite à un murmure. « Nous pouvons réparer ça. Nous pouvons recommencer. » Léa ne dit pas un mot. Elle tendit la main et lâcha la bague. Elle ne tomba pas sur le sol. Elle atterrit précisément dans la flaque d'eau glacée fondue que Jacqueline avait éclaboussée sur la table en acajou. Elle resta là, scintillant inutilement dans le désordre froid et humide qu'ils avaient créé. « Tu n'as pas besoin de réparer ça, Mathis, » dit Léa, sa voix stable et claire, résonnant d'une autorité nouvelle qui fit même sourire son frère de fierté. « Parce que tu es ruiné et que je suis l'architecte en chef d'un projet de plusieurs millions d'euros. Tu n'as littéralement pas les moyens de m'avoir. » Mathis tressaillit comme si elle l'avait frappé. Léa se tourna vers Jacqueline, qui releva enfin la tête. Les yeux bleus glaciers de la femme plus âgée étaient écarquillés, emplis d'un mélange terrifiant de choc et de ruine imminente. « Vous aviez raison sur un point, Madame de Beaumont, » déclara Léa d'une voix suave, baissant les yeux vers la matriarche. « Je ne suis pas à ma place ici. J'appartiens à un monde bien plus élevé. » Léa leur tourna le dos, marchant vers son frère. Christophe lui offrit son bras, un geste de respect et de protection absolue. Léa le prit, la posture parfaite, la tête haute. Monsieur de Montmorency, lança Christophe par-dessus son épaule alors qu'ils atteignaient les doubles portes. Mes avocats vous contacteront demain matin pour entamer le processus de liquidation des actifs. Je vous suggère, avouez à Jacqueline, de commencer à faire vos valises. J'ai l'intention de raser cette monstruosité de château et de le transformer en parc public. Je pense que la ville pourrait avoir besoin d'un peu plus de verdure. Sur ce, Christophe et Léa Desjardins sortirent de l'opulente salle à manger, laissant les lourdes portes en chêne grand ouvertes derrière eux. Les lourdes portières de la Maybach avec chauffeur de Christophe se refermèrent dans un bruit sourd et feutré, étouffant instantanément les bruits du domaine. À l'intérieur, la voiture sentait le cuir riche et le parfum subtil et propre du bois de cèdre coûteux. Léa s'effondra contre les sièges chauffants, l'adrénaline quittant enfin son sang, remplacée par une fatigue qui lui glaçait les os. Christophe fouilla dans un compartiment caché et en sortit une épaisse couverture en cachemire, la drapant doucement sur ses épaules frissonnantes. « Tu es glacée, Léa, » dit-il doucement en ordonnant au chauffeur de monter le chauffage. « Nous serons de retour à mon triplex parisien dans 40 minutes. J'ai une équipe de personnes qui t'attendent pour t'apporter tout ce dont tu as besoin. » Léa serra le cachemire étroitement autour de sa robe en soie humide. Elle regarda l'homme assis à côté d'elle.
Le titan de la finance tranchant et impitoyable qui venait de démanteler une famille de milliardaires avec la facilité déconcertante d'un revers de main pour chasser une mouche avait disparu. À sa place se trouvait son grand frère, celui qui enchaînait autrefois les doubles gardes sur les chantiers parisiens juste pour lui acheter une table à dessin pour ses cours d'architecture au lycée. « Comment, Christophe ?» demanda Léa, la voix éraillée. « Il y a 3 ans, tu m'as envoyé un email disant que tu travaillais dans un garage en Californie. Ce soir, tu viens d'acheter un conglomérat maritime international. » Christophe s'adossa, versant 2 verres d'eau pétillante depuis la console de la voiture. Il lui entendit un. « J'ai conçu un algorithme de logistique prédictive, » expliqua-t-il, ses yeux reflétant les lampadaires qui défilaient. Il cartographiait les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement mondiale en utilisant des données satellitaires en temps réel. J'ai essayé de le vendre à des entreprises comme le groupe de Beaumont, mais ils m'ont ri au nez et chassé de la pièce. Ils disaient qu'ils faisaient des affaires de la même manière depuis un siècle et n'avaient pas besoin d'un gamin avec un ordinateur portable pour leur dire comment diriger leur cargo. Il prit une gorgée de son eau, un sourire sinistre se dessinant sur ses lèvres. Alors je l'ai présenté à un fonds de capital risque dirigé par un homme nommé Guillaume de Beaufort. Guillaume a compris ma vision. Nous avons utilisé l'algorithme pour parier à la baisse sur les actions des entreprises même qui m'avaient rejeté. Juste avant que la crise de la chaîne d'approvisionnement ne frappe, j'ai gagné 200 millions d'euros en un mois. J'ai racheté les parts de Guillaume, fondé Apex Global Venture, et commencé à acquérir la dette des dinosaures défaillants comme Bernard de Montmorency et Jacqueline de Beaumont. Tu savais, murmura Léa, le fixant. Tu savais que Mathis était fiancé à moi. J'ai une équipe de renseignement privé, admit Christophe sans une once de honte. Quand mon enquêteur principal, Maître Delacroix, m'a apporté le dossier sur Mathis, j'ai immédiatement vu la manœuvre. Le directeur financier de Mathis a découvert que ton cabinet, Renaud et Associés, était le favori pour le réaménagement du port de Marseille. Il perdait des sommes folles. Mathis ne t'a pas simplement demandé en mariage, Léa. Il a exécuté une stratégie de survie d'entreprise. J'ai racheté leurs dettes le lendemain matin. De retour au château historique, la réalité des paroles de Christophe s'abattait avec la force d'une avalanche. Dès que la voiture de Christophe et Léa disparut dans l'allée, les invités restants s'enfuirent comme si la maison avait pris feu. Bernard et Nathalie de Montmorency ne dirent même pas au revoir. Ils coururent presque jusqu'à leur Bentley, Bernard composant déjà le numéro de son gestionnaire de patrimoine offshore dans une frénésie paniquée. Jacqueline se tenait au centre de la salle à manger dévastée, fixant la flaque d'eau glacée fondue et la bague de fiançailles abandonnée. Son monde, bâti sur des décennies de richesse générationnelle et d'élitisme impitoyable, s'évaporait sous ses yeux. « Mère » balbutia Mathis, les mains tremblantes en s'approchant d'elle. « Mère, que faisons-nous ? Nous devons appeler les avocats. Nous devons appeler Sylvie de Neuville. Elle siège au conseil consultatif de la banque. » Silence, claqua Jacqueline, bien que sa voix manquât de son venin habituel. Elle sonnait frêle, cassante. Sylvie de Neuville ne prendra pas mes appels si elle sent l'odeur du sang dans l'eau. Nous sommes les de Beaumont. Nous ne paniquons pas. Mais la panique était précisément ce qui les attendait. À 8 heures le lendemain matin, l'illusion fut officiellement anéantie. Maître Delacroix, l'avocat principal d'Apex Global, arriva au domaine de Beaumont, accompagné de 2 entrepreneurs en sécurité privée armés et d'un huissier de justice. Jacqueline, vêtue d'un peignoir en soie, les accueillit dans le grand hall d'entrée. « Maître Delacroix, » dit Jacqueline, tentant d'invoquer son dédain aristocratique. « Ceci est hautement irrégulier. Ma famille fait des affaires avec cette région depuis 100 ans. » « Les affaires de votre famille sont terminées, Madame de Beaumont, » répondit froidement l'avocat en lui tendant une épaisse liasse de documents légaux. « Apex Global a déclenché la clause de défaut de paiement sur vos prêts garantis. Tous les comptes associés au groupe de Beaumont, ainsi que vos fiducies personnelles, sont gelés avec effet immédiat. Vous avez 48 heures pour libérer les lieux. » « 48 heures ?» hurla Mathis en descendant le majestueux escalier. « C'est illégal. Vous ne pouvez pas nous expulser de notre propre maison en 2 jours. »
Elle a cessé d'être votre maison au moment où vous avez manqué votre 4e paiement d'intérêt consécutif il y a 6 mois, déclara l'avocat en ajustant ses lunettes. Monsieur Desjardins a été assez généreux pour vous permettre de rester aussi longtemps. La saisie est absolue. Les serrures seront changées jeudi à midi. Le mardi soir, le scandale avait éclaté. Le Figaro publia un exposé cinglant en première page, détaillant la gestion financière catastrophique du groupe de Beaumont. L'article soulignait le rachat agressif par Apex Global Ventures, mettant en lumière la révélation choquante selon laquelle les de Beaumont étaient entièrement insolvables. Les retombées sociales furent instantanées et brutales. Jacqueline tenta de réserver une table à son club privé exclusif pour projeter une image de calme, seulement pour être informée par le maître d'hôtel que son adhésion avait été suspendue pour non-paiement des cotisations. Ses plus proches confidentes, les femmes avec lesquelles elle avait cancané et qu'elle jugeait dignes de sa présence, s'évanouirent dans la nature. Éléonore de Rostand, une femme que Jacqueline connaissait depuis 30 ans, traversa la rue pour éviter de lui parler en ville. Dans le monde de la haute société, la pauvreté était le seul péché impardonnable. 6 mois plus tard, le vent cinglant et salé balayant la côte méditerranéenne portait l'odeur incomparable du progrès. Le front de mer de Marseille, autrefois une étendue délabrée d'entrepôts oubliés et de béton fissuré, était désormais l'épicentre du projet de redéveloppement municipal le plus ambitieux de l'histoire de la région. Une foule massive d'officiels de la ville, d'investisseurs internationaux et de médias locaux s'étaient rassemblés sous un immense chapiteau blanc pour la cérémonie officielle d'inauguration des travaux. Flanquant la scène se trouvaient d'imposantes modélisations numériques haute résolution des plans finalisés. Elles représentaient un vaste quartier commercial neutre en carbone, parfaitement intégré à des espaces verts publics, des brise-lames cinétiques conçues pour exploiter l'énergie marémotrice, et un somptueux musée maritime aux parois de verre. Au centre de tout cela se tenait Léa Desjardins. Elle portait un tailleur ivoire croisé à la coupe impeccable qui lui allait à la perfection, ses cheveux tirés en arrière dans un chignon lisse et professionnel. Elle dégageait une aura de confiance inébranlable et tranquille. Elle n'était plus la timide architecte junior espérant se fondre dans le décor, désespérée d'obtenir l'approbation de la mère d'un riche fiancé. Elle était la visionnaire en chef. Elle était la femme qui avait tracé les lignes qui allaient redéfinir le littoral historique de la ville. Alors que le maire de Marseille terminait son discours d'ouverture, il se tourna vers le premier rang avec un large sourire politique. Rien de tout cela, ni l'innovation, ni la revitalisation économique, et certainement pas la beauté absolue de cette conception ne serait possible sans l'esprit brillant et le dévouement inlassable de notre architecte principal. Mesdames et messieurs, mademoiselle Léa Desjardins. La foule explosa en applaudissements nourris. Léa s'avança vers le pupitre en acrylique. Elle ajusta le microphone, regardant la mère de visage. Au premier rang, Christophe Desjardins s'appuyait nonchalamment contre une barricade en acier. Il portait son costume brillonné anthracite emblématique, les mains dans les poches, applaudissant avec un regard d'une fierté immense et inébranlable. Assis à côté de lui se trouvait Guillaume de Beaufort, le capital risqueur qui avait aidé Christophe à bâtir son empire, hochant la tête d'un air approbateur face à l'ampleur du projet. Léa prononça un discours concis et puissant. Elle parla d'infrastructures durables, du respect des racines ouvrières du port, et de la construction d'un avenir qui appartenait à tous, et non pas seulement à une élite exclusive. Lorsqu'elle termina, les flashs de 50 appareils photo illuminèrent le front de mer. 1 heure plus tard, alors que le personnel du traiteur commençait à débarrasser les flûtes de champagne et que la foule s'éclaircissait, Léa se dirigea vers la zone de stationnement VIP, examinant une tablette numérique que lui avait tendue un chef de chantier. Le vent s'était levé, faisant claquer la toile des tentes événementielles. Léa. La voix était faible, désespérée, et complètement dépouillée de sa résonance d'autrefois. Léa s'arrêta. Elle rendit la tablette au chef de chantier avec un hochement de tête poli et se retourna. Émergeant de l'ombre d'une remorque de commandement mobile se trouvait Mathis de Beaumont. Le contraste entre l'homme qui l'avait conduite au domaine du Val d'Oise 6 mois plus tôt et l'homme qui se tenait devant elle maintenant était saisissant, presque tragique. Mathis portait un costume gris de prêt-à-porter visiblement effiloché aux poignets et qui pendait lâchement sur sa carrure. Il avait l'air épuisé. Ses joues étaient creusées.
Des cernes sombres meurtrissaient la peau sous ses yeux, et l'éclat arrogant et naturel de la richesse héritée avait été complètement effacé de ses traits. Deux des gardes de sécurité privés de Christophe, qui suivaient Léa discrètement à distance, se matérialisèrent instantanément. Ils s'interposèrent devant Mathis, plaçant des mains fermes et inflexibles sur son torse, l'arrêtant à 3 mètres d'elle. « Tout va bien » dit Léa, la voix parfaitement calme. Elle fit un pas en avant. Elle regarda Mathis, s'attendant à ressentir une montée de colère, ou peut-être un pincement persistant du chagrin d'amour qu'elle avait ressenti le soir du dîner. Au lieu de cela, elle ne ressentit rien d'autre qu'un profond détachement clinique. Il ressemblait à un étranger. « Léa, tu es incroyable » souffla Mathis, les yeux écarquillés et implorants. Il essaya de faire un autre pas, mais les gardes le retinrent. « Je t'en prie, j'ai juste besoin de 5 minutes. » Juste 5 minutes de ton temps. Tu n'as pas de rendez-vous, Mathis, répondit Léa, d'un ton strictement professionnel. Et c'est un chantier interdit au public. Les choses ont été un enfer, Léa. Un enfer absolu, se précipita Mathis, les mots sortant de sa bouche dans un flot paniqué. Il fouilla dans sa veste bon marché et en sortit un dossier en carton froissé. Mère vit dans un appartement de 2 pièces dans un immeuble délabré de banlieue parisienne. Les tribunaux ont tout liquidé, le domaine, les fiducies, les voitures, même ses bijoux. Elle travaille comme réceptionniste à temps partiel dans un cabinet dentaire juste pour payer les pénalités du fisc. J'essaie de trouver un emploi dans la logistique intermédiaire, mais mon nom est toxique dans l'industrie. Bernard de Montmorency s'en est assuré avant de s'enfuir aux îles Caïmans. Il tendit le dossier en avant. J'ai mon CV. Je connais la logistique. Je connais les chaînes d'approvisionnement. Ton cabinet gère des milliards d'euros de matériaux pour ce projet portuaire. Vous avez besoin d'un responsable des achats. Je peux le faire, Léa. Je peux travailler pour toi. Léa fixa le papier froissé. Il ne comprenait toujours pas. Même maintenant, debout dans les ruines de sa vie, il la considérait principalement comme une ressource à exploiter, une échelle pour s'extraire du trou que l'arrogance de sa famille avait creusé. « Tu veux que je t'embauche ?» constata Léa, laissant la pure absurdité de la demande flotter dans l'air salin. « J'ai fait une erreur, supplia Mathis, la voix brisée. J'ai été faible. J'ai laissé ma mère me monter la tête. Mais cette nuit-là, quand elle a jeté l'eau, je ne savais pas qu'elle allait faire ça. J'étais paralysée. Mais je t'aimais, Léa. Nous avions quelque chose de vrai. Si tu pouvais juste parler à Christophe, peut-être qu'il pourrait débloquer certaines des petites fiducies, ou juste me donner ce travail. Tu n'étais pas paralysée, Mathis, le corrigea doucement Léa, mais avec une précision froide qui coupait plus profondément que n'importe quel cri. Tu étais complice. Tu t'es assis dans ta chaise sur mesure et tu as bu ton vin de grand cru pendant que ta mère m'humiliait parce que tu croyais fondamentalement que je le méritais. Tu croyais que je t'étais inférieur. Ce n'est pas vrai, protesta Mathis, les larmes aux yeux. Tu m'as demandé en mariage parce que mon cabinet a remporté le contrat municipal et que l'empire maritime de ta famille était en faillite, poursuivit Léa, ignorant son éclat. Tu as essayé de m'utiliser pour sauver le groupe de Beaumont. Tu ne m'aimais pas, Mathis. Tu aimais la bouée de sauvetage que je te fournissais par inadvertance. Mathis tressaillit, ses épaules s'affaissant alors que les derniers vestiges de sa fierté s'évaporaient. Nous n'avons plus rien, Léa. Nous sommes démunis. Ton frère n'a-t-il pas pris assez de revanche? Ce n'est pas une revanche, dit doucement Léa. C'est une conséquence. La femme que tu pensais pouvoir manipuler s'est noyée dans un verre d'eau glacée à la table à manger de ta mère. Ne m'approche plus jamais. Elle lui tourna le dos. Elle ne regarda pas en arrière tandis que les gardes de sécurité escortaient silencieusement mais fermement l'ancien héritier en sanglots hors des lieux. Son CV froissé voletant sur le béton derrière lui. Plus tard dans l'après-midi, l'atmosphère passa de l'agitation bruyante du port aux collines étonnamment calmes et tentaculaires du Val d'Oise. Léa et Christophe se tenaient sur une vaste parcelle de terrain dégagé. L'air y était lourd de l'odeur de terre retournée, de béton pulvérisé et des gaz d'échappement des engins lourds.
Là où s'élevait autrefois le grand château de la Roche-Vauquelin, une imposante forteresse de pierre qui avait symbolisé un siècle d'exclusivité, de snobisme et de barrage social, il n'y avait plus aujourd'hui qu'une vaste étendue de terre brune aplanie. 4 énormes pelleteuses caterpillars s'affairaient à dégager les derniers vestiges des fondations, leurs lourdes chenilles métalliques broyant la terre là où Jacqueline de Beaumont avait l'habitude d'organiser ses dîners d'une élite toxique. Léa enfila une paire de lunettes noires pour protéger ses yeux du soleil couchant, regardant un bulldozer pousser un tas de briques brisées et d'acajou éclatés dans une benne à ordures. Cela a l'air beaucoup plus petit sans le château, observa Léa, sa voix portant à peine par-dessus le rugissement des moteurs. Ce n'était qu'une illusion, approuva Christophe, se tenant à côté d'elle. Il avait retiré la veste de son costume, sa chemise blanche immaculée contrastant avec la toile de fond poussiéreuse. Il glissa ses mains dans ses poches, ses yeux de faucon scrutant l'horizon. Une illusion très chère et très fragile bâtie sur l'endettement et l'arrogance. Quand on enlève le code postal prestigieux et les étiquettes de créateurs, ce n'étaient que de terribles personnes vivant dans une maison qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer. Léa regarda la pince d'une pelleteuse arracher une section de l'allée où Mathis avait garé sa Mercedes cette nuit fatidique. Maître Delacroix m'a envoyé le rapport juridique final ce matin, ajouta négligemment Christophe. La liquidation est achevée. Le nom de Beaumont a été officiellement rayé du registre des sociétés. Apex Global a absorbé le reste de leurs actifs viables. Mathis m'a prise en embuscade à la cérémonie aujourd'hui, déclara Léa. La mâchoire de Christophe se crispa instantanément, ses instincts protecteurs s'enflammant. Il se tourna vers elle, les yeux plissés. T'a-t-il touché ? Je ferai rédiger par mon équipe d'avocats une ordonnance d'éloignement avant le dîner. Il ne m'a pas touché, le rassura Léa, posant une main apaisante sur son bras. Il a mendié un travail. Il m'a tendu un CV. C'était pathétique. Sincèrement, il m'a dit que Jacqueline travaillait comme réceptionniste. Christophe laissa échapper un petit rire sombre. Une réceptionniste ? J'espère pour ses clients qu'elle a appris à verser un verre d'eau sans le jeter. Léa sourit. Un sourire sincère, libéré de tout fardeau. Le fantôme de la cruauté de Jacqueline de Beaumont avait enfin été exorcisé. Le conseil municipal a approuvé les derniers permis de construire ce matin, dit Christophe en désignant le gigantesque terrain vague. Les équipes d'aménagement paysager et les botanistes commencent demain. Nous importons des chênes centenaires, nous construisons une verrière centrale et nous aménageons 5 km de sentiers de promenade. Et le nom ? Demanda Léa en levant les yeux vers son frère. Christophe se tourna vers elle, son expression s'adoucissant en une affection profonde. Le milliardaire impitoyable s'effaça, ne laissant que le frère qui avait toujours promis de la protéger. Le jardin botanique public Léa Desjardins, annonça Christophe, un sourire aux lèvres. Financé à perpétuité par Apex Global Venture. Entrée gratuite pour toute la ville, ouvert à tous. Pas de code vestimentaire exigé, et certainement pas de pédigré nécessaire. Léa rit, un son clair et lumineux qui résonna sur la terre nue et nivelée. Elle glissa son bras fermement sous celui de son frère. Les de Beaumont avaient essayé de l'effacer, de la chasser d'un monde dans lequel ils estimaient qu'elle n'était pas digne d'entrer. Au lieu de cela, ils avaient simplement arrosé le sol pour qu'elle puisse faire pousser son propre empire. Le véritable pouvoir ne s'hérite jamais. Il se forge dans le creuset de l'adversité. Léa Desjardins avait franchi les portes du domaine de Beaumont comme une femme cherchant l'acceptation d'un monde conçu pour la rejeter, seulement pour découvrir que sa valeur n'avait jamais été conditionnée par leur validation. L'effondrement de la dynastie de Beaumont sert de rappel cinglant que l'arrogance est une forteresse fragile, aisément démantelée par la force indéniable des conséquences. Jacqueline et Mathis avaient bâti leur vie sur l'illusion de la supériorité, masquant leur faillite financière et morale derrière des gobelets en cristal et des adhésions à des clubs privés. En fin de compte, ce n'est pas la vengeance qui les a détruits, mais leur propre fondation creuse. Le triomphe de Léa et de Christophe est un testament à la résilience, prouvant que les dynasties les plus redoutables ne sont pas celles nées de l'argent de l'ancienne bourgeoisie et des droits héréditaires, mais celles bâties à partir de rien par ceux qui ont survécu à la tempête.